Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info. Au sommaire, le coup d'envoi de la No Finish Line a été donné cet après-midi en présence du parrain de la course, le capitaine de la Roca Team Yacouba Ouattara. Un capitaine heureux puisque Monaco a enchaîné un 5e succès consécutif en Euroleague. C'était face à l'Asvel hier soir. Le résumé de la rencontre est à suivre. Il est l'une des nouvelles têtes de l'athlétisme monégasque. Oscar Simonsen sera notre invité ce soir. Il s'est récemment classé 5e du marathon de Nice. À peine le temps de reprendre notre souffle que l'on rejoindra Alexandra Pani aux États-Unis. Elle a suivi les représentants monégasques du marathon de New York qui se courait dimanche dernier. Et puis, bien dormir est l'élément central de notre bien-être et pourtant, de nombreuses personnes souffrent de troubles du sommeil. Nous parlerons de ces pathologies avec le professeur Atul Pathak, chef du service cardiologie au centre hospitalier Princesse Grace. Nous sommes le samedi 11 novembre et comme chaque année à cette date ont lieu les commémorations de l'armistice de la Première Guerre mondiale. À Monaco, plusieurs monuments ont été décorés, notamment au boulevard de Belgique en mémoire du roi Albert Ier, mais aussi au cimetière et évidemment à la Maison de France. La fin de la Grande Guerre, c'était il y a 105 ans. Revenons dans le présent avec le départ de la No Finish Line 2023 qui s'est lancé cet après-midi en présence du parrain de la course Yacouba Ouattara. Le but, courir pour la bonne cause. 1 km parcouru égale 1 euro pour soutenir des projets en lien avec des enfants malades ou défavorisés. Justin Adel et Olivier Bonello étaient au chapiteau de Fontvieille. Ils sont petits, grands, jeunes ou plus âgés, mais tous sont là pour une chose, récolter de l'argent pour les enfants malades ou défavorisés. L'année dernière, ce sont 10 000 participants qui ont réussi à récolter 251 770 €. Mais cette année, l'objectif est plus important. Alors cette nouvelle édition a un objectif de 300 000 km pour 300 000 € reversés. Au niveau de termes de nombre de participants, on a eu 10 000 l'année dernière, on espère en avoir plus. On pense qu'on en aura plus, on en a déjà près de 9 000 préinscrits. Il y a des animations tous les jours qui sont prévues, avec des temps de pause, avec des différentes animations musicales pour animer la course toute la semaine. C'est H24, c'est 8 jours, 8 nuits, quand vous le voulez. 8 jours de course où des sportifs plus aguerris ou non vont tout donner autour du chapiteau de Fontvieille. Parmi eux, le capitaine de la Roca Team Yacouba Ouattara, parrain de l'événement pour la 3e fois. C'est très important pour moi de venir et soutenir la No Finish Line, parce que c'est vraiment pour une belle cause. Cet été, j'ai pu aller voir un peu les différents projets qui ont pu être financés grâce à la No Finish Line et quand on voit ça, ça fait vraiment chaud au cœur, quoi. Les inscriptions sont toujours possibles, même jusqu'à la dernière heure de la course. Elle prendra fin le 19 novembre, c'est-à-dire dimanche prochain. Avant de donner le coup d'envoi de cette No Finish Line, Yacouba Ouattara a pris soin hier avec ses coéquipiers d'enchaîner une 5e victoire de rang en Euroleague. À Gaston Médecin, la Roca Team a confirmé son récent statut de bête noire de l'Asvel en infligeant une nouvelle défaite aux Rodaniens 80-70. Le résumé de la rencontre est signé Frédéric Elion et Jean-Alexandre Dordet. Toutes les séries ont une fin et pourtant du côté de la Roca Team, 2 sont toujours en cours. Le nombre de succès d'affilée en Euroleague, 5 désormais. Et les victoires consécutives, toutes compétitions confondues face à l'Asvel, 7. La dernière en date, obtenue vendredi soir à Gaston Médecin, 80-70 en Euroleague, a pourtant été bien plus compliqué que le score ne le laisse paraître. L'Asvel est devant au score durant une grande partie de la première mi-temps. Les Villeurbanais font mal au post-up avec notamment un très bon Louaou Cabarro, 10 points dans le premier quart-temps, 18 au total. Ajoutez à cela une belle adresse à 3 points et l'Asvel prend un petit matelas de 11 points d'avance. Monaco s'ajuste et répond avec Eli Okobo, 11 points dans le deuxième quart-temps et un Alpha Diallo immense, 21 points à 6 sur 9 à 3 points. À la mi-temps, les Monégasques ont repris les commandes, 41-37. Ouais, ça a été un gros combat, d'autant plus que c'était contre l'Asvel. On sait à quel point ils sont motivés pour jouer contre nous. En plus, on a gagné 6 matchs d'affilée contre eux, donc on savait qu'ils allaient arriver et être
une combativité au-dessus de ce qu'on a pu connaître par le passé. Le match est un gros combat. Dans le 4e quart-temps, l'Asvel prend 6 points d'avance sur ce tir de Luaou Cabarro. À 3 minutes du buzzer, le score est de 68 partout. Un moment choisi par Mike James pour planter un gros tir à 3 points. Alpha Diallo limite, un 3 points avec la faute. Le match vient de basculer grâce au talent offensif monégasque. 81-70, Monaco n'a pas très bien joué, mais a su gagner. Enfin, ça joue à des détails. À 3 minutes de la fin, on est encore au coude à coude. Maintenant, c'est ce qui s'était passé aussi lors de notre première rencontre en championnat. Donc voilà, on va essayer de travailler là-dessus, continuer dans ce que le coach demande. Il y a pas mal de nouvelles choses qui ont été mises en place. Donc voilà, à nous de faire les efforts collectivement. Ouais, ça commence à faire une belle série, mais bon, moi je reste méfiant par rapport à ça parce que ça les alimente, on va dire. Je sais que moi, si je me mets à leur place et que je perdais 7 fois d'affilée, j'aurais les boules quand même. Donc je sais que les prochains matchs, ça annonce des gros combats encore. Et le prochain match face à l'Asvel, ce sera en toute fin d'année, le 28 décembre à Gaston-Médecin, à l'occasion de la 18e journée de Betclic Elite. Et avant de penser au prochain duel face à l'Asvel, les Roca Boys doivent déjà se concentrer sur ce dimanche et la réception de Nanterre à 14h30 pour le compte de la 11e journée de Betclic Elite. À quelques pas de la salle Gaston-Médecin se tenait également hier soir la remise des prix du Monte Carlo Squash Classic. La finale n'a malheureusement pas pu avoir lieu suite au forfait de la galloise Emily Whitlock, blessée la veille. C'est donc l'anglaise Lucy Turmel, 30e joueuse mondiale, qui remporte cette 26e édition. Alerte nouveau talent monégasque. Oscar Simonsen a 22 ans, il a été licencié à l'ASM Athlétisme et dimanche dernier, il a réussi à courir en 2h35 le marathon de Nice, terminant à la 5e position de cette course. Et il nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui sur Monaco Info. Bonsoir Oscar. Bonsoir. Vous avez marqué les esprits avec votre 5e position au marathon de Nice, couru en 2h35. Racontez-nous cette course, quel était votre objectif et comment cela s'est-il déroulé? J'ai effectué une grande préparation pour atteindre mes objectifs et ça a été le cas pendant cette course. Donc j'ai sorti mon épingle du jeu, j'ai tout donné, essayé d'être le plus efficace possible durant cette course. Il y avait malheureusement une grande tempête, donc c'était vraiment difficile. Donc je me suis accroché, j'ai tout donné, je suis allé au bout de moi-même et j'ai dépassé mes limites. La dernière partie de ce marathon était assez compliquée avec des rafales de vent jusqu'à 50 km/h. Racontez-nous ce que ça fait un vent de 50 km/h quand on vient déjà de courir pendant 1h40 voire 2 heures. Alors oui, c'est vraiment une sensation très particulière, on a l'impression de vraiment pas avancer. On a vraiment la sensation d'être en surplace, donc il faut vraiment lutter et chercher à rester lucide et très bien placé, car il y avait même des vagues qui arrivaient sur la route, tellement que c'était violent. L'athlétisme, est-ce que c'est une affaire de famille chez vous? Pas du tout, je suis le seul coureur de la famille. Je suis passionné depuis très jeune de course à pied. Et j'aime beaucoup ce sport, et ça permet d'être en expansion de conscience et d'être vraiment dans une autre dimension, je trouve. Donc ça permet vraiment de se dépasser un maximum. Parlons objectif, ambition avec vous également. Vous faites du triathlon, je crois aussi. Marathon, triathlon, est-ce qu'à un moment donné, par rapport à vos ambitions, il ne faudra pas choisir entre ces deux disciplines? Je pense qu'il faudra un moment choisir si on veut vraiment se perfectionner dans un sport. Le triathlon m'a beaucoup forgé mentalement. Je suis devenu beaucoup plus résistant. Donc j'ai appris à ignorer la douleur et essayer de rester le plus constant possible, donc dans la manière de m'entraîner et d'être vraiment très régulier sur les allures. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc le triathlon, ça a vraiment une grande importance pour le marathon.
Aujourd'hui, vous êtes amateur dans le marathon. Est-ce que vous avez l'ambition d'en vivre? J'aimerais beaucoup essayer de vivre de ma passion. Ça serait un grand rêve. Donc, c'est pour ça que j'essaye de faire de mon mieux, continuer à travailler. J'essaye de faire les choses, comme on dit en anglais, step by step. Dans le sens, essayer de bien construire une carrière pour pouvoir être le plus performant dans 3 ans, je pense. Quelles sont vos prochaines courses auxquelles vous voudriez participer? Alors, j'ai l'ambition de faire un semi-marathon, peut-être celui de San Remo, également un 10 km à la Prom Classique, et ensuite le marathon de Paris qui aura lieu en 2024. Donc ça sera le 7 avril 2024 et pour l'ambition de faire 2h25. Eh bien, nous suivrons ça avec grand intérêt, évidemment. Le marathon de New York, ça peut vous intéresser? Également, oui, beaucoup. Je sais que c'est un marathon très mythique et où il y a beaucoup de spectateurs et c'est une atmosphère incroyable, une telle ambiance. Et moi, c'est pour ça que j'adore cette discipline, de pouvoir courir avec des gens qui nous encouragent, qui nous soutiennent. Et c'est vraiment une sensation phénoménale. Eh bien, nous allons plonger dans cette ambiance tout de suite dans la chronique USA. Merci Oscar Simonsen d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, merci à vous. Dimanche dernier, donc, à plus de 6000 km de Nice, se courait l'un des marathons les plus reconnus au monde. À New York, Alexandra Pagny est allée à la rencontre des participants monégasques. Bonsoir Alexandra. Bonsoir à vous. Il fait partie des 6 marathons les plus prestigieux au monde, 42 km 195 à travers les 5 boroughs. Embarqués avec moi au cœur du marathon de New York. 51 943 concurrents ont pris le départ de cette 52e édition du marathon de New York. Staten Island, Brooklyn, le Queens, le Bronx et finalement Manhattan pour une arrivée dans Central Park. Mais l'expérience de cette mythique course new-yorkaise débute bien avant le coup de canon de départ. Plus tôt dans la semaine, les coureurs doivent se rendre à l'ouest de la ville, dans le quartier d'Hudson Yards, pour récupérer le précieux sésame, leur dossard. Nous y avons retrouvé le monégasque Christopher Elena. Ça fait plaisir parce que ça fait à peu près 8 mois que je le prépare. Et ouais, on y arrive, là c'est dimanche, je suis à la fois un peu excité, à la fois j'ai un peu d'appréhension. C'est la première fois qu'il participe à un marathon et il a donc choisi de mettre toutes les chances de son côté. Alors à J-3, on est vraiment que sur du repos. Vraiment un petit footing vendredi matin, vraiment pour dégourdir un peu les jambes. Et sinon, mon entraînement, j'ai pris un coach, ça fait à peu près 8 mois. Donc on est monté vraiment crescendo. Et petit à petit, là, les 3 dernières semaines, j'étais à peu près à 100 km, un peu plus de 100 km de préparation par semaine. Et en attendant le jour J, visite de la ville et repos en famille. Le jour de la course, les coureurs sont convoqués très tôt dans la matinée. Le premier départ est donné à 8 h avec les participants en fauteuil roulant. Suivent ensuite les coureurs professionnels et enfin les coureurs amateurs. Le vainqueur de cette édition 2023 chez les hommes est l'Éthiopien Tamirat Tola en 2h04 et 58 secondes. Du côté des femmes, il s'agit de la Kenyane Hélène Obiri en 2h27-23. On retrouve Christopher qui a réalisé une excellente course et a battu sa propre projection avec un temps de 3h16. Très heureux et puis c'est une course juste magnifique. Magnifique avec l'ambiance. Bon, franchement, je conseille à tout le monde de le faire, quoi. C'est vraiment fabuleux. Voilà, il ne faut pas dire que, vous savez, si vous êtes capable de courir 1 km, vous pouvez en courir 2. Donc si vous pouvez en 2, vous pouvez en courir 4 et puis ainsi de suite jusqu'à 10. Après vous faites un semi, peut-être un marathon. Ça va vous rendre heureux, c'est incroyable. Moi, ça apporte un bonheur. Moi, il me faisait un peu peur et j'y suis arrivé, je suis très content. Et voilà, maintenant, on va voir la suite, mais je pense que ça ne va pas s'arrêter ici. Il avait effectué le déplacement en famille, des parents fiers du résultat de leur fils et ravis d'avoir pu profiter de l'ambiance autour du parcours, car le marathon de New York, c'est aussi les supporters qui se relaient tout au long de la journée dans une atmosphère très chaleureuse. Très fier, ça c'est sûr, hein, un temps
canon, hein. On ne pensait pas qu'il s'était fixé l'objectif de 3,30, il fait 3,16, c'est énorme. Généralement, je n'ai jamais vu une ambiance pareille. C'est tout le monde participe, tout le monde crie, tout le monde encourage et 2,5 millions, hein, je crois qu'ils annonçaient de spectateurs sur le parcours. C'est énorme. Les coureurs franchissent la ligne d'arrivée jusqu'à la nuit tombée. C'est justement un autre résident monégasque que l'on croise quelques heures plus tard. Marine est un habitué des marathons, mais celui de New York ne l'aura pas épargné pour autant, connu pour être exigeant avec ses nombreuses montées. Ça, c'est pour Maxime et Lana, et c'est aussi pour mon copain Andrea. C'est pas facile, mais c'est un marathon très bon. Ça, c'est sûr, l'ambiance est folie. Hein. C'est le 8e et en plus, c'est le 4e parce que moi, je fais la Six Majors, alors il me reste que Tokyo et Boston maintenant. Si vous aussi vous êtes tenté par cette aventure, sachez que pour participer au marathon de New York en 2024, pour les personnes ne résidant pas sur place, il y a plusieurs solutions. Les inscriptions ont lieu du 8 au 22 février 2024. Vous êtes admissible si vous avez participé à une course du New York Roadrunners en 2023 dans les temps de sélection. Sinon, vous vous engagez à récolter des fonds pour une œuvre de charité. Autre solution, la loterie qui aura lieu le 1er mars. Et dernière option, des agences de voyage spécialisées proposent également d'obtenir des dossards. Alors bonne chance à vous et rendez-vous sur la ligne d'arrivée. On conclut ce grand chapitre sport par le dévoilement hier de l'affiche du Grand Prix de Formule 1 2024. Ce 81e GP de Monaco se déroulera du 23 au 26 mai et la billetterie ouvrira le 21 novembre prochain. C'est vendredi et samedi, des équipes du centre hospitalier Princesse Grace organisaient au Novotel un congrès sur les pathologies du sommeil. Une réunion d'experts pour échanger sur ces maladies encore méconnues du grand public. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Atul Pathak, chef du service cardiologie du CHPG. Bonsoir professeur Pathak. Bonsoir. Un congrès sur les pathologies du sommeil, c'est avant tout pour faire connaître ces maladies ? Tout à fait. En fait, on considère que quasiment une personne sur 3 souffre de troubles du sommeil. Quand on parle de troubles du sommeil, c'est d'une part avoir du mal à dormir ou à s'endormir ou à se réveiller, c'est-à-dire l'insomnie. Et puis les troubles respiratoires du sommeil que l'on reconnaît par l'acronyme apnée, les gens qui ont du mal à respirer ou qui ne respirent pas la nuit. Quand on sait qu'on passe la moitié de sa vie à dormir, c'est un signal d'alarme pour attirer la population à se faire dépister, à rechercher ces anomalies ou à consulter pour être soulagé. Est-ce compliqué de détecter ces pathologies ? Alors, c'est finalement assez simple. Il y a 3 niveaux de diagnostic. Tout simplement rapporter ces symptômes. J'ai mal dormi, je suis fatigué, j'ai mal à la tête. C'est déjà le premier signal d'alerte. Et puis ensuite, vous pouvez bénéficier de stratégies de dépistage. C'est un petit appareil qu'on va vous mettre la nuit. Vous dormez à l'hôpital ou à la maison. Et l'analyse des signaux recueillis durant la nuit permet de faire le diagnostic de ces troubles du sommeil. Finalement, femmes, hommes, est-ce qu'on est tous égaux devant les maladies du sommeil ou y a-t-il des profils plus exposés que d'autres ? Alors, il y a des profils plus exposés, par exemple les sujets qui sont en surpoids, les sujets qui ont une vie stressante, les gens qui travaillent davantage la nuit que le jour, sont des sujets qui souffrent davantage de ces troubles du sommeil. Mais je dirais que la gravité de ces troubles du sommeil, c'est dans les complications que ces troubles du sommeil entraînent. On sait que les gens qui dorment peu, qui dorment mal ou qui respirent mal la nuit sont davantage à risque de développer infarctus du myocarde, accident cérébrovasculaire ou complications métaboliques qui prennent du poids ou développent du diabète. Vous avez parlé d'insomnie, d'apnée du sommeil, mais combien existe-t-il de pathologies du sommeil ? Est-ce que c'est un spectre encore plus large que ces 2 maladies ? Oui, vous avez raison, c'est un spectre complexe. On reconnaît souvent les gens qui ont du mal à s'endormir ou qui dorment mal ou qui se réveillent la nuit, ou les gens qui respirent mal la nuit. Mais vous avez entièrement raison. La nosologie, on parle de classification des troubles qui sont liés au sommeil, est beaucoup plus complexe et donc nécessite souvent, lorsque les choses ne sont pas gérées de façon simple, un avis spécialisé. Toutes les stratégies pour aider les patients à mieux dormir marchent. Il faut voir un spécialiste car derrière ce spectre des maladies du sommeil se cache un grand nombre d'affections. Vous êtes cardiologue. En état de sommeil, comment se comporte notre cœur et que se passe-t-il si nous sommes atteints d'une pathologie comme l'apnée du sommeil ?
C'est une question très importante. Le sommeil, c'est le temps de la réparation, c'est le temps du calme, c'est le temps du repos, c'est le temps de la régénération. Et lorsqu'on mesure des paramètres cardiologiques la nuit, on voit que la fréquence cardiaque diminue, que la pression artérielle diminue et que finalement, ce sont des indicateurs de bonne santé. Lorsque vous avez des troubles du sommeil, eh bien, c'est exactement l'opposé. Vous allez vous réveiller la nuit, votre pression artérielle va augmenter, votre rythme cardiaque va s'accélérer et c'est ce qui fait le lit des complications. Une fois que l'on a détecté ces pathologies, comment en guérir ? Le bien dormir, ça passe par des règles d'hygiène de vie très simples. Se coucher à des heures régulières, éviter les repas riches en graisse, réduire sa consommation d'alcool, ne pas passer trop de temps devant les écrans qui expliquent pourquoi ces troubles du sommeil touchent de plus en plus de patients ou de sujets jeunes. Et puis ensuite, les niveaux d'intervention sont de complexité croissante. Ça va de machines qui aident les patients à mieux respirer la nuit à des traitements médicamenteux et puis à un niveau même supplémentaire, chirurgie, ou même implantation de pacemakers qui stimulent les nerfs qui vont jouer sur la musculature de la langue et améliorer la qualité du sommeil de nos patients. Donc la sévérité, la nature et le type de ces troubles du sommeil vont conditionner le type de prise en charge. Petite question bonus, professeur. Vous savez, au moment de s'endormir, il y a des patients, des personnes qui ont des spasmes, des mouvements brusques. À quoi est-ce dû ? Oui, c'est très intéressant, ces petits sursauts, ces impressions de tomber dans un trou ou ces spasmes, comme vous les décrivez. En fait, c'est tout simplement lié au fait qu'il y a un déphasage. Le cerveau est en train de s'endormir, mais le cœur et les organes, les muscles ne sont pas en phase avec l'activité du cerveau. Et donc, alors que vous avez un relâchement du tonus et que vous apprêtez à vous endormir dans les bras de Morphée, eh bien, vos muscles ou votre corps ne sont pas en phase. Et c'est ce décalage qui explique ces sensations un petit peu bizarres au moment de l'endormissement. Mais rien de grave. Rien de grave. Parfait. Merci beaucoup, professeur, de nous avoir éclairé sur ces pathologies du sommeil. Merci à vous. L'Université internationale de Monaco a accueilli le temps de quelques heures les alumni du CELSA de la Sorbonne pour une conférence sur le thème de la communication responsable. Une rencontre menée par le président de CELSA Alumni Sorbonne Université qui a réuni une dizaine de professionnels. Reportage d'Émilie Flamin et Olivier Bonello. Pour la première fois, les alumni de l'École parisienne des hautes études en sciences de l'information et de la communication se sont rendus à la rencontre de l'Université internationale de Monaco. Et pour cette première rencontre, le thème n'a pas été choisi au hasard. L'idée, c'est de partager un sujet très contemporain sur nos métiers de communicants, qui est le sujet de la communication responsable, c'est-à-dire la RSE de la communication, comment la communication doit adapter ses pratiques au regard des nouveaux enjeux sociétaux. Et comme c'est un sujet nouveau, il faut partager un commun, il faut partager un référentiel, une définition commune, et puis après, on va regarder beaucoup d'exemples. Souvent, malheureusement, on a plus de mauvais exemples que de bons exemples, mais on va comme ça travailler sur comment transformer nos pratiques de communicants pour être davantage en phase avec les enjeux contemporains de la société, du vivre ensemble, du vivant sur Terre. Un moyen de réunir les professionnels de la communication pour partager et évoluer ensemble. Cette conférence, parce que ça représente un important challenge, la communication est au centre de tous les débats aujourd'hui, notamment avec l'intelligence artificielle et les métiers de la communication, les professionnels de la communication recommencent à penser leur métier peut-être différemment. Donc je crois qu'une réunion à Monaco, qui symbolise quand même une internalisation très importante de tous les acteurs de la communication, professionnels ou amateurs, peut prendre tout son sens ici au sein de l'université. Pour le futur, les plusieurs milliers d'alumni du CELSA espèrent pouvoir dupliquer l'événement. On recevait hier Francine Giraudy pour nous parler des 25 ans de son association Les Enfants de Francky. Eh bien, la soirée de gala s'est déroulée avec le Ragarni en a rencontré un joli succès. This is one of 500 and I will bid. Yes, thank you very much. 1003. Would you like to bid one? Thank you. 1004. Is anyone bidding against one? Avec le Noël des enfants de Francky. Pour terminer ce journal, un point météo. Le temps sera particulièrement frais en ce dimanche. Voyons cela avec Justin Adel. Bonsoir Justin. Bonsoir Yannick, vous l'avez dit, le temps sera globalement plus frais en ce dimanche avec des températures allant de 12 à 16 degrés et un ressenti qui ne devrait pas dépasser les 14 degrés au plus haut de la journée. Le soleil sera malgré tout au rendez-vous avec quelques passages nuageux et un peu de vent.
Concernant la température de l'eau, elle est bloquée à 19 degrés. Demain, le soleil se lèvera à 7h18 et se couchera à 17h10. En ce 12 novembre, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Christians. Et n'oubliez pas, il y a 94 ans, en 1929, naissait la princesse Grace de Monaco. Merci Justin pour ces précisions. Je vous donne rendez-vous demain à 18h30 pour une nouvelle édition de votre journal. On se quitte avec les photos de Frédéric Nébinger. Notre photographe a immortalisé le départ de la No Finish Line 2023. Bonne soirée et à demain.